Salut à tous, c'est Nico alias Professeur Connard, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est un peu différente des autres car elle n'est pas du tout préparée. Elle est même faite complètement à l'arrache et elle se passe sur une bataille qui est en cours. Je précise que les informations que je vais donner aujourd'hui seront peut-être obsolètes le lendemain parce que tout va extrêmement vite et j'ai un peu du mal à suivre moi-même. Donc pour ceux qui ne suivent pas de très près la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut savoir que depuis ces 3 derniers mois, il s'est quasiment rien passé. Les lignes de front ont à peine bougé. Les Russes contrôlent actuellement plus ou moins un peu moins de 1/5 du territoire de l'Ukraine, la Crimée y compris. Les Ukrainiens ont annoncé depuis plusieurs mois une offensive pour récupérer Kherson, qui se trouve dans le sud de l'Ukraine. Et les choses sérieuses ont commencé en début septembre. Ils ont lancé leur grande offensive, qui a donné quelques résultats, mais pour des gains assez limités pour l'instant. On parle d'une dizaine de kilomètres au plus. Mais tout a changé depuis le 6 septembre, il s'est passé quelque chose d'énorme est arrivé. Car les Ukrainiens ont sorti une putain de blitzkrieg de nulle part. Personne ne s'y attendait, et pourtant c'est arrivé. Alors bien sûr, on avait des rapports sur l'état lamentable du moral et de l'approvisionnement des troupes russes. On savait par exemple que beaucoup de dépôts de munitions étaient détruits, et que les Russes ont énormément réduit leur cadence de tir d'artillerie par rapport à il y a quelques mois. On savait qu'il y avait des cas de désertion, même de rébellion contre les supérieurs. Certains analystes avaient théorisé que l'assaut sur Kherson était en fait une diversion pour déplacer les troupes russes dans le sud et pour réduire la pression sur le front du Donbass à l'est. Mais je pense que très peu de gens s'attendaient à ce que le front russe dans l'est s'effondre aussi vite. Je pensais que ce serait plutôt vers 2023 pour ma part. Donc le 6 septembre, les Ukrainiens ont lancé une grande contre-attaque dans la région de Kharkiv pour encercler la ville d'Izium, et qui est assez stratégique parce qu'elle se situe sur la route entre la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, et Sloviansk et Kramatorsk, qui sont en ce moment qui étaient attaqués par les troupes russes. Donc ça rendait plus compliqué l'approvisionnement des troupes qui étaient sur place et qui combattaient contre les Russes. Donc un important nœud de communication qui était tombé entre les mains des Russes il y a 5 mois, c'était en début avril. C'était une tête de pont utilisée par les troupes russes pour attaquer le Donbass, comme je l'ai dit. Il y avait depuis plusieurs mois une grande concentration de soldats russes et d'équipements dans cette ville. À l'heure où je suis en train de parler, Izium a été encerclé par l'armée ukrainienne et les troupes russes ont soit été capturées, soit évacuées. Je ne sais pas trop dans quelle proportion car c'est encore flou car c'est encore trop tôt pour avoir toutes les informations, c'est encore flou. Et la majorité des villes de la région de Kharkiv qui étaient aux mains des Russes ont été reprises par l'Ukraine. Donc on parle d'un peu moins de 1000 km² qui ont été pris en 5 jours. Et l'effondrement de la totalité d'un front. En gros, ce que les Russes ont mis des mois à prendre, les Ukrainiens l'ont repris en même pas une semaine. Pour la ville d'Izium par exemple, ils ont mis 25 jours à la prendre, en avançant lentement et au prix de grosses pertes. Pour vous dire, au début quand je lisais les fils d'actualité, parce que je lis beaucoup de fils d'actualité sur cette guerre, je pensais que c'était de la propagande ukrainienne. Le premier jour de l'offensive, je lisais que les Ukrainiens avaient percé 30 km jusqu'à Shevchenkove, pardonnez la prononciation, et je me disais mais non, c'est pas possible qu'ils avancent aussi vite. Puis le lendemain, j'ai vu que les rumeurs de la veille étaient confirmées par des photos des troupes ukrainiennes dans la ville. Et j'ai lu qu'ils étaient quasiment à Kupiansk, qui est le nœud d'approvisionnement entre la Russie et Izium, encore 30 km plus loin. Et j'ai encore eu des doutes, je me suis dit impossible. Puis le jour d'après, les rumeurs ont encore été confirmées. Et j'ai lu qu'ils étaient descendus 30 km plus en bas le long de la rivière de l'Oskil, et qu'Izium était quasiment coupé du monde. Puis le 4e jour, j'apprends qu'Izium est tombé. Qu'ils sont en train de mener des offensives plus à l'est, dans le village de Liman, et à l'est de Siversk, etc., etc. Et apparemment, les Ukrainiens seraient à présent en train de se battre à Lysychansk, une ville qui avait été prise par les Russes en début juillet. Bref, c'est le bordel. Il y a des rumeurs toutes les 10 minutes. Je ne sais absolument pas ce qui se passera demain et jusqu'où ira l'offensive. Je ne sais pas si les Ukrainiens vont s'arrêter pour consolider les positions qu'ils ont prises, ou s'ils vont essayer de percer toujours plus loin. Je ne connais pas le nom de code de cette opération, peut-être l'opération double pénétration, ou alors l'opération gangbang, j'en sais rien. Mais je pense qu'on assiste à un événement historique. Je pense sans déconner que cette offensive sera enseignée dans les livres d'histoire de nos gosses. Je pense qu'on aura des films, des séries, des jeux vidéo sur cette offensive de septembre. Et c'est là que vous allez me dire, Nico t'exagères. C'est vrai que les Ukrainiens ont repris beaucoup de terrain, mais il reste toute la région de Louhansk, il reste la moitié de Donetsk, Zaporijia, Kherson, la Crimée. Alors c'est vrai que spatialement, cette avancée ne représente qu'une partie du front. Mais il faut se rendre compte d'un truc. Pendant plusieurs mois, le front était quasiment immobile. Les quelques avancées des Russes se faisaient en bombardant chaque jour à coups de dizaines de milliers d'obus d'artillerie, en sacrifiant des centaines d'hommes, et on parlait de gains de 2 à 3 km. Des trucs absolument dérisoires.
Ici, on a une percée de 80 km en quelques jours. Quand on avance sur autant de terrain sans rencontrer quasiment aucune résistance, sans voir aucune contre-attaque, c'est que c'est pas seulement une victoire. C'est une putain de débandade de l'adversaire. C'est une catastrophe. Je pense pouvoir dire sans me tromper que les Russes se sont littéralement barrés en laissant toutes leurs affaires sur place. D'ailleurs, parmi les images, on voit des caisses de munitions saisies par les Ukrainiens, des systèmes d'artillerie abandonnés sur place, des dizaines de véhicules détruits. Donc il ne s'agit pas d'une retraite en ordre, comme les Russes l'avaient fait quand ils ont abandonné l'offensive sur Kiev, sur la capitale. Ça signifie aussi une chose importante. L'offensive des Russes sur le Donbass est morte. Elle est enterrée. Les Russes ne pourront jamais avoir la totalité de la région de Donetsk, parce que le front d'attaque vers Sloviansk s'est désagrégé sur place. Et j'ai de forts soupçons qu'une grosse partie de la région de Louhansk va probablement être reprise ce mois-ci. Pour vous dire à quel point les Russes sont en état de choc, Poutine a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité russe est un organe qui est piloté par Nikolai Patrouchev, qui est un des cerveaux de cette opération spéciale. C'est un peu un État dans l'État qui regroupe des personnalités qui ne sont pas forcément élues par les Russes, mais qui concentrent entre leurs mains un pouvoir démentiel, comme Patrouchev par exemple. Il y a des chaînes de télégramme russes qui appellent à envoyer des armes nucléaires tactiques pour ralentir la progression des Ukrainiens. C'est pour vous dire à quel point ils sont désespérés. Bref, j'affirmerai pas qu'il s'agit de là de l'opération Bagration ou de l'opération Tempête façon ukrainienne, du nom de l'opération Tempête menée par les Croates en 1995 contre les Serbes, où ils ont repris tout leur territoire occupé en 3 jours. Mais disons que ça y ressemble fortement. De toute façon, c'est simple. Même si l'offensive ukrainienne se stabilisait maintenant, aux lignes qui sont connues aujourd'hui, ça signifierait quand même qu'il existe d'autres endroits qui sont tenus par les Russes, qui sont susceptibles de s'effondrer du jour au lendemain. En fait, les Russes ont fait la même erreur que les Allemands à Stalingrad, c'est-à-dire qu'ils ont établi des têtes de pont avec énormément d'hommes pour se lancer dans des offensives pendant des mois, pour gagner très peu de terrain, des offensives qui sont très coûteuses en hommes, et la chaîne de commandement n'étant pas capable d'envoyer plus de renforts, car pas assez d'hommes disponibles, car on voit que les Russes ont de grandes difficultés à mobiliser. Ils en sont carrément à recruter dans les prisons. Donc les officiers qui n'ont pas les troupes nécessaires sont obligés de piocher parmi les troupes qui doivent défendre les flancs pour les emmener vers l'avant afin qu'elles combattent. L'avant concentre la majorité des hommes et les flancs sont aussi épais que les murs de Méchiotte, ce qui veut dire qu'il suffit de forcer un peu pour les faire s'écrouler. On pourrait comparer ça à l'effondrement d'une pyramide de Ponzi. À l'heure où je suis en train de parler, les Russes n'arrivent toujours pas à contenir l'avancée ukrainienne, ni à contre-attaquer efficacement. Le mythe de l'armée russe surpuissante est définitivement en train d'être enterré. Au début de la guerre, je pensais que la défaite de l'Ukraine était inéluctable. Je pensais qu'une fois que leur armée serait tombée, ils allaient organiser une espèce de guérilla talibane qui serait financée par les États-Unis. Aujourd'hui, je pense que Zelensky va faire du piano avec sa bite à Simferopol avant 2024. Et je pense que Poutine va finir dans les poubelles de l'histoire ou dans ses chiottes. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. C'était Professeur Connard, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez trouvé que c'était de la merde. Et je vous dis à plus.